D'abord, merci pour votre présence et à ceux qui nous écoutent. Je suis ravi de pouvoir vous présenter en effet les rouages de l'exposition, sa genèse et puis peut-être vous montrer également comment s'est élaboré le projet du début jusqu'à la fin. Donc, je ne vais pas euh, vraiment parler de ce que vous allez voir de tout le parcours, mais vraiment plutôt de la manière dont cette exposition s'est élaborée. C'est une exposition qu'on a inaugurée il y a peu maintenant, il y a à peu près 3 semaines déjà. Une exposition qui dure 4 mois, qui se terminera le 15 février 2026. Et comme vous le voyez avec l'affiche, c'est une exposition qui porte sur le grand dauphin, le fils de Louis XIV, né en 1661 et mort en 1711, donc 4 ans avant son père. Et le sous-titre Fils de roi, père de roi et jamais roi nous vient directement de quelqu'un qu'on apprécie beaucoup à Versailles, qui est le duc de Saint-Simon, le fameux mémorialiste, qui lui-même d'ailleurs reprend cette phrase qui résume si bien la vie de ce prince, eh bien, d'une prophétie qui aurait été prononcée à la naissance du dauphin par un jésuite. Je n'ai pas réussi franchement à trouver la source, mais en tout cas Saint-Simon l'emploie dans ses mémoires, qu'il écrit d'ailleurs après la mort du dauphin. Et Voltaire, dans son fameux siècle de Louis XIV, va réutiliser cette phrase pour, en quelque sorte, résumer la vie du dauphin, dauphin qu'on appelait de son vivant Monseigneur et qu'on a appelé à sa mort le Grand Dauphin. Et donc je trouvais intéressant que tout de suite, par l'affiche et tout ce qui touche à la publicité de l'exposition, mais aussi au catalogue, à la couverture du catalogue, on ait le Grand Dauphin, puisque certes, ce n'est pas sous ce titre-là qu'il a été appelé de son vivant, mais c'est ainsi qu'il est connu dans l'historiographie. De même que fils de roi, père de roi et jamais roi, c'est vraiment la phrase déjà. Moi, ça sonne un peu comme quelque chose d'un presque de marketing, hein. Je trouve que c'est frappant. Et ça donne envie, peut-être, enfin j'espère, d'aller découvrir l'exposition pour en savoir un peu plus. Et en effet, cette exposition, à quelque part, elle entend réhabiliter une figure historique qui est méconnue, sinon tombée dans l'oubli, et qui a été quelque peu maltraitée, justement, en particulier au XIXe siècle, par les historiens du XIXe siècle, vraiment à cause de notre Saint-Simon qui, dans ses mémoires, vous le savez, peut parfois être assez cruel. C'est d'ailleurs très amusant à lire. Mais dans le cas du dauphin, il s'est montré même méchant, puisqu'il n'hésite pas à écrire que le dauphin était un homme sans conviction, sans goût ni vice, une boule roulant au hasard par l'impulsion d'autrui, que c'était un prince noyé dans sa graisse et dans son apathie, et que si jamais la Providence l'avait fait roi, eh bien, il eût été, dit-il, un roi pernicieux. L'objectif de mon exposition n'était pas de réhabiliter absolument coûte que coûte un personnage historique. Entre nous, je m'en fiche de savoir si c'était un bon prince ou pas, mais plutôt d'évoquer sa vie et de montrer que malgré les perfidies de Saint-Simon, eh bien, ça a été un prince qui a eu des convictions politiques, qui a tenu son rang, et que bien loin d'être un homme sans goût, il a été au contraire l'un des plus grands collectionneurs de son temps. L'exposition Grand Dauphin, le sujet, j'en ai eu l'idée peu après mon arrivée au château de Versailles en 2017. Euh, je cherchais un sujet pour une grande exposition et j'avais été frappé par la lecture de plusieurs articles scientifiques, notamment ceux de Stéphane Castelluccio, qui traitaient des collections du prince. Moi, vous savez, je suis un historien de l'art de formation, et souvent, c'est les objets qui m'attirent, les œuvres d'art, qui m'ouvrent ensuite vers des personnages ou des lieux du château de Versailles. Et de fait, dans la presse, dans la littérature scientifique plutôt spécialisée, qui vraiment est pour les historiens de l'art, eh bien, la figure du prince collectionneur avait déjà été relativement bien étudiée. Les travaux fondateurs étaient ceux de Pierre Verlet, le grand spécialiste notamment du mobilier et des bronzes, et ensuite Stéphane Castelluccio. Et plus récemment encore, je pense à Alain à Néré Roncfort, ou plus récemment, pardon, à Caline Demetrescu. Donc, si vous voulez,
pour moi, à l'époque, ça me rassurait de savoir que je ne partais pas d'absolument rien, qu'il y avait une littérature qui sous-tendait un peu le propos que j'imaginais déjà, puisque j'entrevoyais que les collections, donc les objets, étaient particulièrement beaux. Et une exposition, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout la réunion d'œuvres, d'objets. Donc, toujours quand je prépare une exposition, je réfléchis avant même du sujet, de sa pertinence, à qu'est-ce que je vais pouvoir montrer aux visiteurs. Donc le dauphin collectionneur était déjà à peu près connu. Je me suis ensuite intéressé à la figure du prince par le biais de l'histoire. Quel a été ce prince dans le contexte de la cour de France, du règne de Louis XIV? Et un très bel ouvrage que je vous recommande, après avoir acheté le catalogue de l'exposition, bien sûr, de Mathieu Lahaye, qui est vraiment un historien de profession. Je l'ai mis à l'écran également, Le fils de Louis XIV, Monseigneur le Grand Dauphin. C'est un livre qui a été publié, je crois, en 2013 ou 2014, mais vous le trouverez à la boutique, parce que j'ai vraiment voulu qu'il soit présenté en même temps que le catalogue. Et bien là, fait le point sur, du point de vue vraiment de l'histoire. Et Mathieu Lahaye, je trouvais son approche extrêmement intéressante, car justement, il signalait deux choses. La première, c'est que Monseigneur a été un prince de son temps, donc il l'envisage par rapport au contexte culturel de l'époque. Et la deuxième chose, c'est que, et lui aussi ne cherche pas forcément à réhabiliter la figure historique, hein, mais il souligne le fait que ça a été un des rares princes, un des rares dauphins de l'histoire de France à ne pas s'être rebellé contre l'autorité royale. Et si vous regardez l'histoire, celle que nous connaissons tous, pas besoin d'être spécialiste, on s'intéresse à qui? Souvent aux personnalités, aux personnages de l'histoire qui ont eu des vies extraordinaires, qui ont régné, ou en tout cas qui ont eu des fins tragiques, si tragiques que c'en est théâtral et qu'on s'y intéresse. En histoire de l'art, c'est souvent ça, on s'intéresse surtout aux grands génies et après seulement au second couteau. Mais les figures historiques qui ont eu une histoire plus linéaire, peut-être moins mouvementées, moins intéressantes de prime abord, sont souvent dans l'ombre. Et c'est le cas notamment de Monseigneur le Dauphin. Sa femme, la Dauphine, on n'en parle même pas, il n'y a quasiment rien sur elle. Et je trouvais intéressant cette approche de souligner que justement peut-être que l'originalité de Monseigneur a été de ne pas se rebeller contre l'autorité monarchique, contre Louis XIV, son père, et au contraire d'avoir toujours joué le jeu de la monarchie absolue en espérant un jour être à son tour roi. On me pose souvent la question de quel roi aurait été Monseigneur. Et je ne suis pas capable d'y répondre, malgré toutes ces années de préparation, parce que ce n'est tout simplement pas le but de mon propos et même de l'exposition. J'ai voulu, dans cette exposition, mettre en lumière cette figure historique, mettre en lumière des objets extraordinaires qui ont été faits pour lui ou qui l'ont célébré. Et vraiment, on se rend compte que dès qu'on touche aux grands commanditaires de la famille royale, on a des œuvres d'une qualité artistique absolument époustouflante. Et j'ai aussi voulu interroger ce qu'était la notion de dauphin, car c'est un thème qui n'a jamais fait l'objet vraiment d'exposition en France, hormis une exposition plus dossier sur le fils de Louis XV, qui avait eu lieu à Fontainebleau il y a quelques années, mais qui est un peu à la marge. On n'a jamais eu de grande exposition sur ce prince. Donc, la première chose que j'ai faite, c'était, quand j'ai eu ce sujet en tête, eh bien, de m'intéresser, de rassembler les œuvres qui pouvaient être liées à ce prince, dont le portrait le plus célèbre est celui de Hyacinthe Rigaud, pas en 1708, mais d'après un tableau peint bien avant, qui nous montre Monseigneur devant le siège de Philippsbourg. C'est vraiment un portrait d'apparat et c'est le portrait canonique de Monseigneur. Donc dès le départ, si vous voulez, en me lançant dans ce projet, je savais que ce tableau allait servir à la plupart des supports de communication, à l'affiche, le catalogue, etc. Moi, je réfléchis beaucoup quand je construis une exposition à tout ce qui est visuel. Et je trouvais nécessaire d'avoir l'œuvre qui est la plus iconique. La deuxième chose, c'est qu'il a fallu convaincre mes collègues et surtout ma hiérarchie.
Je ne suis pas tout seul à Versailles. Et donc, j'ai écrit ce qu'on appelle un synopsis, le synopsis de l'exposition. C'est un peu, comment on pourrait décrire ça? C'est comme une lettre d'intention, une note d'intention pour mon directeur, en lui présentant le projet, que tout de suite, j'imaginais déjà en 3 parties, de manière à reprendre cette phrase de Saint-Simon, un fils de roi, père de roi et jamais roi. Et dès le départ, vraiment, ce projet d'exposition, je l'ai eu pour les salles d'Afrique et de Crimée, qui sont ces salles qui nous servent à faire les grandes expositions automne-hiver. J'étais convaincu que le sujet méritait d'être toute cette étendue, ces mètres carrés, et de ne pas en faire une exposition de taille moyenne comme celle que l'on peut faire par exemple au printemps ou parfois à l'été. Vraiment, je l'ai conçu dès le départ comme une grande exposition. Alors le synopsis, le projet a été validé très rapidement. Il a vraiment, je dois dire, suscité l'enthousiasme des collègues et de Laurent Salomé. Le seul problème que j'ai rencontré après, ça a été à quelle date eh bien, va-t-on faire l'exposition. Le calendrier était déjà, la programmation culturelle, comme on dit, était déjà bien chargée. Et puis, je pense qu'en 2017, j'étais le jeune conservateur. Et donc, peut-être que ma hiérarchie a eu un peu peur de me confier tout de suite un grand sujet d'exposition. Dans un premier temps, la date qu'on m'avait proposée était 2021, pardon. J'ai été un peu doublé, si je puis dire, par l'exposition Animaux du Roi, qui s'intégrait mieux dans la programmation culturelle. Vous savez, quand on réfléchit à une programmation, on essaie d'alterner figures historiques, sujets plus transversaux. On essaie aussi de varier les époques. Donc 2022, il fallait célébrer le retour de l'arrivée de Louis XV à Versailles, enfin le retour de Louis XV à Versailles. En 24, c'était les Jeux Olympiques, donc là, tout le reste, on oublie. Et enfin, 25, Monseigneur le Dauphin. Donc je n'ai pas travaillé continuellement de 2017 à 2025 à cette exposition. J'ai vraiment travaillé en 2017 et ensuite j'ai attendu sagement qu'on me donne une date certaine pour pouvoir faire ce qui est absolument préalable dans tout projet d'exposition, à savoir se documenter. Et donc vous avez ma bibliothèque Grand Dauphin, c'est à peu près une vingtaine de boîtes. Qui sont bien pleines. Puis il y en a au sol, parce que mon bureau est assez en désordre. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est en effet rassembler une documentation, parce que chaque œuvre que l'on expose doit faire l'objet d'une exigence. On regarde la qualité artistique, mais bien évidemment aussi en quoi elle est pertinente pour l'exposition. Et ce qui m'a beaucoup aidé dans l'élaboration de cette documentation, c'est cette vision tripartite de l'exposition. Fils de roi, père de roi, jamais roi, qui m'a tout de suite permis, peut-être même avant d'avoir une vision globale, sinon juste de qui a été Monseigneur, de penser à un parcours qui finalement a été arrêté très tôt, dès 2017, et que j'ai gardé ensuite jusqu'à aujourd'hui. Père de roi me permettait d'évoquer le mariage des parents, Louis XIV et Marie-Thérèse d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne, la naissance du dauphin, son éducation. Et je trouvais que la guerre permettait à la fois d'évoquer l'éducation, donc l'enfance, et le basculement vers l'âge adulte, puisque Monseigneur a dirigé les armées du roi lorsqu'il avait 27 ans. Père de roi me permettait d'évoquer la famille du dauphin, son épouse, donc à travers cela l'alliance matrimoniale avec la Bavière, la naissance de ces 3 garçons, et la fameuse guerre de succession d'Espagne, qui a eu lieu parce que justement Monseigneur a été père de roi, puisque son fils, le duc d'Anjou, est devenu Philippe V d'Espagne. Et enfin, jamais roi, je trouvais que c'était intéressant de montrer qu'il n'a pas régné, mais ça lui a donné l'occasion, le loisir presque, de constituer une collection absolument hors norme. Et donc, jamais roi me permettait d'évoquer le rôle de collectionneur du dauphin,
mais aussi ses goûts personnels, interroger la question de ce qui est de la part du statut social, le numéro 2 du royaume, et ce qui est de la part du goût personnel, ses résidences, Versailles et Meudon essentiellement, et de terminer en guise de conclusion sur la mort du prince et la crise dynastique qu'elle inaugure. Donc cette documentation, là, c'est très traditionnel, c'est vraiment des recherches bibliographiques. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup. Je suis rassuré, pardon, quand les sources, quand j'ai la preuve par les sources. Donc j'ai vraiment, dès qu'une mention d'un historien, une notion ou une œuvre était mentionnée comme étant liée au dauphin, j'essayais toujours de retrouver la source. Donc beaucoup de travail en archives. Beaucoup de travail en bibliothèque pour essayer d'avoir la vision la plus complète et la plus certaine. Et j'en suis arrivé très rapidement à la conclusion qu'il y aurait des écueils dans l'exposition, en particulier sur la vision politique du prince. Et j'insiste vraiment sur le rôle des sources qui, pour moi, est la base de tout. C'est-à-dire que même si j'ai essayé de rassembler les lettres qu'il a pu écrire, les courriers échangés par les ambassadeurs qui sont conservés au ministère des Affaires étrangères, les gazettes, ce que disent les gazettes, souvent c'est les journaux plus officiels en France et en Europe, eh bien, je me suis rendu compte que les sources conservées ne concernent que très peu l'opinion politique de Monseigneur. De même, j'ai lu tous les mémorialistes en faisant des recensions de ce qu'ils ont pu dire sur Monseigneur, donc Saint-Simon, Dangeau, Sourches, Spanheim, etc. Et ça m'a donné une très bonne vision de la vie que pouvait avoir Monseigneur à la cour, en particulier à Versailles, mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas évoquer dans l'exposition, car en fait, on n'a pas d'œuvre qui représente ça. Et donc, vous voyez qu'il y a des sujets que j'ai mis de côté, faute de sources, comme la vision politique du prince, et d'autres que je n'ai pas pu évoquer, alors que les sources sont surabondantes, comme sa vision, comme sa vie à la cour, ou même son intimité, ses maîtresses, voire même l'épouse morganatique, parce que Monseigneur a eu une Madame de Maintenon dans sa vie, qui est Madame de Chouin, que Saint-Simon appelait la Chouin. Et on n'a pas de portrait d'elle. De même, on n'a pas de portrait indubitablement sûr des familiers du prince, la princesse de Conti, le duc de Vendôme, donc, ou alors pas des portraits très beaux. Donc c'est des choses que j'ai très rapidement mises de côté en les réservant pour le catalogue. Je parle beaucoup, il faut que j'avance un peu. Donc plan de l'exposition en 3 parties, et ça allait être aussi le plan du catalogue. Mais alors, moi, je fonctionne beaucoup par l'accumulation, c'est-à-dire que j'essaie de rassembler la documentation la plus complète, avant même de commencer à interroger les spécialistes. J'ai besoin, ça c'est très personnel, de faire un travail moi-même. D'ailleurs, je suis un peu loup solitaire. Vous voyez, je suis commissaire unique. Je n'ai pas voulu l'aide ou de partager le sujet avec un autre collègue. Et de même, pour la liste d'œuvres, j'ai tendance à fonctionner par accumulation. Essayer de voir toutes les œuvres qui ont pu être liées de près ou de loin au dauphin pour être sûr de ne rien manquer d'important. Et après, il y a un travail d'élagage. Dans mon tout premier projet, je comptais même faire une longue session introductive sur la notion de dauphin, en partant du principe que le visiteur ne sait pas forcément d'où vient ce terme de dauphin. Pourquoi on dit dauphin pour désigner l'héritier du trône de France. Et donc j'avais rassemblé des œuvres magnifiques allant de la Renaissance, de la toute première Renaissance, comme ce tableau de Jean Hay, le fils de Charles VIII, des très belles œuvres du XVIIIe siècle, comme le fils de Louis XV, là, qui meurt, le Louis XVII enchaîné, donc le dauphin, des œuvres rétrospectives. Et je terminais même par un grand chef-d'œuvre qui est aujourd'hui à Windsor, le portrait du dernier dauphin de France, le duc d'Angoulême, par Lawrence. Donc ça, je comptais faire une grande section introductive. Et de même, dès le départ, j'imaginais une salle, parce que encore une fois, je raisonne vraiment en termes de visuel, et comme on connaît bien les salles d'Afrique en termes de géographie, une salle qui aurait été entièrement tapissée
de portraits gravés du prince qu'on aurait ainsi vu grandir. J'avais à peu près recensé une 50aine de gravures en me disant que tout de suite, le public déjà verrait l'évolution physique, mais surtout comprendrait que le dauphin, en sa qualité de numéro 2, était le personnage le plus représenté après le roi, et que donc les sujets de Louis XIV et du dauphin étaient dans une espèce de frénésie d'image, hein, que son portrait était à l'époque très très connu. De même, le sujet touchait beaucoup au rapport entre la France et l'Espagne. D'ailleurs, j'avais pensé à un moment que l'exposition aurait pu être itinérante avec le patrimonio national espagnol, c'est-à-dire les collections royales. Ça n'a pas pu se faire. Mais j'imaginais donc accorder une grande place à Philippe V, le fils donc, de Monseigneur, et à son règne espagnol, en réunissant des œuvres qui sont dans les collections royales et qu'on ne voit pas en France, comme cette allégorie de Murat, et, ça c'est mon côté conservateur sculpture, des très belles sculptures que Philippe V avait commandées pour la Grande Rat, son palais près de Madrid, qui s'est très directement inspiré de Versailles et surtout de Marly, hein, pour en filigrane montrer les rapports entre la cour de France et la cour d'Espagne. Autant vous dire que tout ça n'a pas pu se faire. La raison en est qu'à la fin, j'avais à peu près 450 œuvres et que les salles d'Afrique ne sont pas extensibles et que surtout le propos se diluait. Donc ensuite est arrivé ce gros travail d'élagage pour recentrer sur la figure du dauphin. Donc j'ai mis de côté toute cette partie introductive sur l'origine du dauphin, que j'ai gardé pour le catalogue. Comme ça, les gens qui veulent en savoir plus achètent le bouquin. De même, le personnage Philippe V, je me suis dit que ceux qui veulent en savoir davantage sur son règne espagnol, eh bien, il y a une vraie littérature déjà très abondante. Donc, ce n'est pas intéressant. Par contre, dans le catalogue, j'ai vraiment fait 2 articles, 2 essais sur les rapports entre Monseigneur et son fils lorsqu'il est roi d'Espagne. Et ça, c'est vraiment inédit. Donc, j'ai mis de côté toute la partie plus histoire de l'art pour recentrer sur la figure du prince. Enfin, il y a des œuvres qui, d'elles-mêmes, ont disparu de la liste. Dans notre jargon, on appelle la liste au Père Noël. Tout simple pour des raisons diverses. Par exemple, le portrait équestre du dauphin, qui avait l'air assez beau en photo, eh bien, le propriétaire a refusé de la prêter. C'est son droit, c'est comme ça. D'autres pour des raisons de conservation, comme ces 2 très beaux pastels qui sont conservés à Munich. Les pastels ne voyagent pas, c'est trop fragile. Donc, qui ne tente rien à rien, donc j'avais quand même tenté, ça n'a pas marché. Et d'autres pour des raisons purement administratives, comme ce bronze magnifique qui a appartenu au dauphin et qui est aujourd'hui dans la collection des princes de Liechtenstein. Ils acceptaient de le prêter, mais ils souhaitaient l'insaisissabilité, c'est-à-dire c'est un document officiel du ministère de la Culture par lequel eh bien, l'œuvre ne peut pas être saisie sur le territoire français. Et c'est assez intéressant pour les privés étrangers, puisque les bronzes de la couronne, parfois, on sait qu'ils ont été donnés officiellement au moment de la Révolution française à des particuliers, et d'autres, mais ce n'est pas le cas de celui-ci. On ne sait pas pourquoi ils sont sortis des collections royales qui deviennent ensuite nationales. Donc l'État peut être en mesure de saisir ces œuvres. Le problème, c'est que le ministère de la Culture ne délivre pas ce certificat pour les fondations à but lucratif, ce qui est le cas de la Fondation des Princes de Liechtenstein, qui peuvent être amenés demain à vendre des œuvres. Donc, là, problème administratif insoluble, donc j'ai dû renoncer. Enfin, il y a d'autres types d'œuvres qui, au cours de mes recherches, je me suis aperçu qu'en fait, contrairement à ce qui avait pu être écrit, ou ce que des collègues, parce qu'à ce stade de la recherche, c'était à peu près il y a 3 ans, je commençais à interroger les spécialistes des divers domaines, notamment en mobilier. Moi, ce n'est pas mon domaine, donc je me suis vraiment reposé sur des collègues. Je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas au dauphin. C'est le cas, par exemple, de cet ensemble de très beaux meubles qui sont au Musée des Arts Décoratifs de Madrid, et qu'un temps, dans les années 70, on avait suggéré qu'ils aient pu appartenir à Monseigneur
et ensuite transmis à son fils Philippe V au moment de l'héritage, et donc après dans les collections de Madrid. J'ai étudié la question, j'en ai parlé à des collègues et on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas plus lié au dauphin qu'à un autre personnage. Donc, j'ai éliminé ces œuvres-là. À un moment, par exemple, vous voyez la chasuble, c'est une collègue spécialiste des textiles qui me signalait qu'au Carmel, eh bien, peut-être il y aurait les textiles envoyés par le pape au moment de la naissance du dauphin, dans des textiles très précieux. Et le Carmel était très apprécié par la reine Marie-Thérèse, qui aurait tout à fait pu en faire don au Carmel. Donc j'ai pris rendez-vous avec les bonnes sœurs de ce Carmel, très impressionnant parce que j'ai été reçu donc avec ma collègue spécialiste. Vraiment, c'était comme dans un film. J'avais l'impression d'être dans un tableau je sais pas, de Velázquez ou d'un peintre espagnol. Donc, vous imaginez une salle très noire, une grille, un rideau. Le rideau se tire et vous avez les sœurs derrière, parce qu'elles sont derrière la clôture, avec leur voile comme ça dans la pénombre. Enfin, plutôt champaigne. Voilà, c'était très émouvant. Et très gentiment, elles nous ont fait passer de l'autre côté de la clôture, même moi qui suis un homme. Et elles nous ont montré ce textile magnifique, mais probablement 19e. Donc, à mon grand regret, j'ai dû l'écarter, mais j'y ai cru. Donc, vous voyez, il y a la liste d'œuvres comme ça se diminue progressivement. Et enfin, lorsqu'arrive, c'est à peu près à 1 an et demi de l'exposition, lorsqu'arrive le travail concret, c'est-à-dire que j'ai ma liste d'œuvres quasi définitive, on travaille avec le service des expositions qui commence à budgétiser les frais de transport et d'assurance. Il y avait une œuvre, par exemple, qui était conservée au musée des Beaux-Arts de Budapest. J'en ai rêvé. On me dit, c'est 50 000 € de frais de transport. On dépasse le budget de 100 000, de 150 000 même. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, 50 000 €, ça me paraît astronomique. Donc, je prends la décision de renoncer à cette œuvre-là. Elle sera dans le catalogue, elle ne sera pas à Versailles. On s'en remettra. Donc, c'est ainsi que la liste s'affine. J'aimerais vous présenter maintenant peut-être la première section de l'exposition pour vous montrer comment je pense la sélection d'œuvres. C'est encore un travail là qui est très solitaire. C'est bien en amont de tout ce qui va devenir concret, c'est-à-dire le travail avec le service des expositions, les demandes de prêts, etc. C'est vraiment dans la genèse lorsqu'on établit la liste d'œuvres. Tout de suite, lorsque j'ai à peu près ma liste d'œuvres rêvée, donc c'était 250 œuvres à peu près, je l'affine encore une fois en réfléchissant immédiatement et avant même que l'on travaille avec le scénographe, avec l'architecture des lieux, à quelles seraient les salles, comment je les imagine, quelle serait l'architecture des salles. Et là, je réfléchis par ensemble. L'idée, c'est pour moi de proposer un parcours pour le visiteur qui soit instructif, mais surtout agréable. Et on réfléchit toujours en termes de mur. Un mur doit être marqué, dominé par une œuvre plus forte, qui va être par exemple placée au centre. Donc j'essaie de hiérarchiser, si vous voulez, dans chaque salle, les œuvres fortes, en partant du principe que, et ça c'est Madame Sol, vous savez, la précédente directrice, qui m'avait donné ce conseil en partant à la retraite, m'avait dit il faut qu'une exposition commence par un feu d'artifice et termine par un feu d'artifice. Et ça, j'ai toujours gardé ça en tête. Il faut vraiment un début et une fin qui soient très fortes. Dans le tout premier projet, j'imaginais qu'on soit accueilli par le portrait canonique de Monseigneur, celui qui est là, et par des documents qui montrent ses armoiries, de manière à ce que tout de suite les visiteurs rencontrent le prince, son portrait, et aussi comprennent que ce système héraldique était sa carte de visite à l'époque, qu'on soit tout de suite plongé dans cette atmosphère-là. J'y ai finalement renoncé pour réserver ce portrait dans la section consacrée à la guerre, et cette partie héraldique, comme je trouvais que les documents subsistants n'étaient pas au niveau,
je ne voulais pas que ce soit les premiers que le visiteur voit. Donc je les ai supprimés. Pour moi, il était important que tout de suite, le visiteur soit confronté à un chef-d'œuvre. Alors je ne l'ai pas mis en photo, mais du coup, j'ai choisi l'allégorie du règne de Louis XIV, peinte par Elle en 1661. Donc le visiteur, vous verrez dans 15 jours, gravit les marches qui mènent aux salles d'Afrique. Donc déjà, c'est un sas, ces marches, hein, entre le château et les salles d'exposition, et est accueilli par Louis XIV, qui en fait domine à quelque part toute l'exposition, puisque Monseigneur s'est construit par rapport à son père. Et j'ai voulu, dans toute l'exposition aussi, mettre en avant des œuvres qui sont conservées au château. La première, c'est parce que je trouve important dans une exposition faite à Versailles que l'on ait peut-être une majorité d'œuvres maison, notamment des œuvres que l'on ne voit pas parce que les dessins, on ne peut pas les exposer en permanence, ou des œuvres que l'on voit mal parce qu'elles sont dans ces galeries qui sont très chargées d'œuvres et que là, on peut leur donner un coup de projecteur. C'est le cas par exemple de ces dessins qui sont des acquisitions plutôt récentes de 2014. On ne les voit pas normalement puisqu'on les conserve à l'abri de la lumière. Donc c'était l'occasion de les présenter. Et en plus, ça tombe bien, ils ont été dessinés au moment du mariage de Louis XIV avec l'infante espagnole à Saint-Jean-de-Luz. Donc ils introduisent tout à fait la section sur la naissance du dauphin. C'est le cas également de ce grand tableau qui est exposé habituellement, mais on passe devant sans peut-être trop le regarder parce que dans la salle, il y a plein d'autres choses, alors que là, vous verrez, là, dans 15 jours, il est vraiment mis à l'honneur, il prend bien son mur, comme on dit. J'ai enfin voulu présenter des œuvres magnifiques, mais qui, là encore, sont très peu visibles, voire qui n'ont jamais été présentées. C'est le cas d'une acquisition toute récente, ce magnifique manuscrit, le rituel de l'abbaye royale de Saint-Germain-en-Laye. Ce sont les abbés de l'abbaye qui apportent à la reine Marie-Thérèse la ceinture de Sainte Marguerite, la patronne des femmes enceintes, quand la reine était enceinte du dauphin. Donc acquisition récente, livre à tomber par terre, c'est vraiment un des plus beaux manuscrits du XVIIe siècle. Il a sa place dans l'exposition, de même que cet autre recueil qui fait le parallèle entre Apollon et le dauphin, entre Louis XIV et son fils, qui n'a jamais encore été présenté, alors qu'il est dans nos collections depuis longtemps. Et ça, c'est la magie de travailler à Versailles. On se rend compte qu'on a des collections extrêmement pléthoriques. Et moi, j'aime beaucoup les différents médiums. Peinture, sculpture, miniature, imprimé, manuscrit, tapisserie, mobilier. J'ai vraiment voulu que dans l'exposition, il y ait comme ça tous les types d'œuvres possibles. On essaie de mettre en lumière des œuvres de Versailles. Il y en a aussi beaucoup que j'ai trouvées en réserve et qui sont donc exposées pour la première fois, qu'on a restaurées à cette occasion. Et puis aussi, je réfléchis en termes d'œuvres de prêt exceptionnelles, des choses sur lesquelles on va pouvoir communiquer et qui vont attirer là aussi les spécialistes, mais aussi sans doute le grand public. Et parmi les prêts exceptionnels, il y a cette paire de commodes qui avait été signalée par Pierre Verlet, le grand historien du mobilier, dans les années, je crois, 1960, et qui sont conservées de nos jours dans les collections royales espagnoles, mais dans la résidence privée du roi d'Espagne. Autant vous dire que les Espagnols eux-mêmes ne les connaissent pas. Et très rapidement, j'ai contacté, ça c'était il y a 3-4 ans, les différents collègues des institutions. Je suis allé à Madrid pour négocier les prêts, et notamment ce genre de prêt qui est par nature compliqué. Vous imaginez bien qu'on ne sort pas une œuvre de la résidence privée du roi très facilement. Et je dois dire que les collègues madrilènes ont été absolument adorables, puisque dès le départ, ils ont été favorables à ce projet et ils en ont parlé à leur souverain qui a accepté. Donc ça fait vraiment partie des prêts majeurs de l'exposition. Il y a des choses également comme l'inventaire des collections du prince, l'inventaire personnel du dauphin qui est enluminé, c'est un manuscrit enluminé qui peut-être ne va pas intéresser le grand public, mais qui est un document absolument mythique pour les historiens de l'art, puisqu'il permet, c'est le seul document qui permet de vraiment comprendre la richesse des collections du prince. C'est un document qui, malheureusement, a été vendu
en 1998. Le château n'avait pas pu l'acquérir. Il est dans une collection particulière. J'ai eu beaucoup de mal à le retrouver. Il a ensuite fallu convaincre le propriétaire. Et là, ça passe par des réseaux. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai contacté directement le propriétaire. Je me suis adressé à un collègue qui est conservateur général, qui connaissait bien le propriétaire et qui, lui, a fait la négociation pour moi. Et je suis intervenu après, en me disant que jeune conservateur, peut-être le propriétaire aurait eu, je sais pas, peur ou je ne suis pas assez prestigieux. Enfin, il faut parfois être très humble, hein. Donc, c'est vraiment un travail là d'équipe, de réseau. Avec le Prado, qui conserve une partie des gemmes du dauphin. Là aussi, il a fallu négocier. Ça a été très, très compliqué, puisque c'est un musée qui ne prête que très, très peu. Et voilà, là, c'est un travail de plusieurs années. Ça fait 5 ans que je travaille avec eux pour obtenir certains objets, et notamment cette coupe, qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu, offert par les ambassadeurs du Siam. L'œuvre pour laquelle j'ai eu peut-être la plus de difficultés est ce vase, le seul vase attesté des collections du Dauphin, qui est conservé à Dublin de nos jours. Pour ceux qui sont amateurs de porcelaine, c'est peut-être le vase le plus célèbre au monde. Donc, c'est la Joconde de Dublin. Et là aussi, il a fallu, jusqu'au dernier moment, j'ai cru qu'il ne viendrait pas à Versailles. Donc, vous voyez, parfois, c'est vraiment un travail de longue haleine, de patience, d'espoir et de désespoir. Mais ça fait partie du jeu. Et enfin, toujours, on essaie de trouver des œuvres un peu inédites chez des collectionneurs particuliers, des choses qu'on ne voit pas. C'est le cas de ce portrait équestre qui est conservé en collection particulière en Espagne, ou cette très jolie enluminure qui représente l'arrivée du dauphin et de son épouse, accueillis par Marie-Thérèse, et des petits amours qui tentent des cœurs. Moi, j'ai complètement fondu en voyant cette œuvre qui a pu être présentée. Enfin, lorsqu'on conçoit la liste d'œuvres, dès le départ, on essaie d'envisager les restaurations et donc les coûts que ça va engendrer. Et je dois dire qu'à Versailles, on a beaucoup de chance puisqu'on a un atelier de restauration formidable et nos restaurateurs ont accepté de restaurer ce moulage en plâtre qui vient de Meudon, d'un décor de Meudon. Donc on l'a fait en interne, donc ça n'a rien coûté sur le budget de l'exposition puisque nos restaurateurs sont fonctionnaires. Et de même, ils ont accepté en plus des œuvres de Versailles, et Dieu sait qu'en sculpture on en a beaucoup, eh bien de restaurer le Terme ici, hein, il y en avait 2 qui nous viennent de Compiègne. Donc c'est une négociation qu'on fait avec les collègues d'autres institutions en leur proposant eux de ne pas faire appel à un restaurateur et de nous envoyer la facture, mais de faire une restauration maison. Donc, et ça, il faut vraiment y penser dès le départ, hein, parce que c'est autant d'argent en moins sur le budget global de l'exposition. Enfin, la documentation rassemblée, le travail avec les spécialistes fait que toujours on essaie de trouver des œuvres qui vraiment vont faire avancer la recherche scientifique. Et par exemple, pour les porcelaines, c'est pas du tout mon domaine, j'aime beaucoup ça, mais j'y connais rien, hein. Je me suis entouré de Marie-Laure de Rochebrune et de Vincent Bastien, et donc c'est des collègues de Versailles. Et Vincent, qui est un grand spécialiste, eh bien, a retrouvé plusieurs porcelaines inédites dont on a ensuite obtenu le prêt. De même, moi j'ai une petite passion secrète pour tout ce qui est manuscrit et imprimé. Donc j'ai beaucoup travaillé avec mes collègues de la Bibliothèque nationale de France pour essayer de comprendre quelle était la bibliothèque du Dauphin. Et on a pu trouver des manuscrits et des imprimés, mais d'une qualité époustouflante, absolument inédite. Et ensuite, avec eux, on a fait une sélection très stricte pour présenter les chefs-d'œuvre dans l'exposition. Et dans le catalogue, il y a un essai sur la bibliothèque du Prince. Et donc, vous voyez qu'à ce stade du projet, je réfléchis aussi tout de suite au catalogue et aux essais qu'il va y avoir et à qui je vais confier les essais. De même, pour terminer l'exposition, il me fallait mon petit feu d'artifice. C'est pas simple à Versailles de terminer en apogée parce que les salles d'Afrique
sont historiques, donc on ne peut pas détruire les murs. Enfin, on termine souvent dans des petites salles, dans des couloirs. Bon, j'aime pas trop souvent les fins des expositions à Versailles. Et donc là, je voulais une œuvre qui soit très belle, très forte, et qu'on ne connaisse pas en France. Et donc, je suis allé chercher en Angleterre ce portrait qui représente les petits-enfants du dauphin tels qu'il les a connus. Et dessus, il y a le futur Louis XV. Enfin, on réfléchit donc, comme je vous le disais, par ensemble et par œuvres fortes, celles qui vont attirer le regard du public, celles qu'on va pouvoir mettre en situation par la scénographie. Et ça, avant même, encore une fois, qu'on travaille avec le scénographe. Et c'est le cas de ces 3 tableaux que j'avais négociés avec le Prado. Et dès le départ, c'est vraiment des grands chefs-d'œuvre de la peinture française qui mettent en scène le dauphin enfant et sa petite sœur, Marie-Thérèse. Dès le départ, je savais que dans la première salle de l'exposition, j'allais leur consacrer tout un mur. Que quand on rentre, on est le mur Prado, le mur des chefs-d'œuvre. Et tout de suite, je voulais aussi que ces 2 tableaux soient encadrés par 2 immenses tapisseries de la tenture de l'histoire du roi. Donc là, il y a à la fois le travail sur l'œuvre, le sens qu'elle apporte, mais aussi vraiment le travail de scénographie. Œuvre, donc, elle, je la voulais dès le départ, la représentation du baptême du dauphin. Et après, en travaillant dessus, je me suis rendu compte qu'on pouvait la compléter, la rendre encore plus compréhensible par les visiteurs en présentant la gravure qui est une vue générale de la cérémonie du baptême et ce portrait qui est complètement inédit et qui représente le dauphin dans son costume de baptême. Donc vous voyez, les visiteurs peuvent comme ça vraiment avoir la vision la plus complète possible. En termes de scénographie, tout de suite, j'ai aussi voulu évoquer l'appartement d'enfant que le prince occupait au Palais des Tuileries. Et mon idée était de présenter ces toiles qui sont aujourd'hui dispersées dans plusieurs musées. Là, c'est le Louvre et vous avez également la Belgique. Donc de les accrocher au mur, mais aussi d'évoquer par la scénographie le fait que c'était des toiles qui étaient encastrées dans le plafond, pour que les gens comprennent comment elles étaient disposées. Et ça a pas mal ensuite orienté le travail avec le scénographe. Je vais y revenir, parce que tout de suite, je voulais qu'il y ait une salle très scénographiée qui fasse à la fois le lien entre cet appartement d'enfance, qu'on appelait à l'époque l'appartement d'éducation du dauphin, et tous les ouvrages liés à l'éducation. Et là, je touche un point, un parti pris qui m'est vraiment cher pour cette exposition, c'est que parfois les expositions, c'est une réunion de chefs-d'œuvre, que des œuvres très fortes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, l'exposition Louis XV, c'était une suite ininterrompue d'œuvres magnifiques. Dans mon exposition, je trouvais important qu'il y ait des œuvres plus documentaires aussi, qu'on ait des chefs-d'œuvre, des œuvres très fortes, et des œuvres qui priment tout simplement par leur iconographie. C'est le portrait, par exemple, du gouverneur du Dauphin. Ce n'est pas un très beau portrait, mais il faut que le visiteur sache à quoi ressemblait ce personnage si important dans l'enfance du Dauphin. Et aussi des œuvres comme celle-ci, en apparence plus modestes, qui ont servi à l'éducation du prince. Mais ce sont des œuvres, en fait, si on les regarde bien, avec vraiment un regard d'historien de l'art, qui sont d'une très très grande qualité. Elles ont été faites pour le numéro 2 du royaume, dans un siècle où il y a une production artistique époustouflante. Donc par exemple, ces cartes à jouer, aujourd'hui elles nous paraissent modestes, mais en fait ce sont des cartes qui sont gouachées à la main. Ça, c'est que pour le dauphin. Même un aristocrate ne se fait pas offrir des cartes aussi luxueuses. Des livres qui ont appartenu au dauphin et qui permettent de donner un peu de vie dans l'exposition, parce qu'on parle de quelqu'un qui a vécu, on parle d'un enfant qui a été éduqué, donc je trouvais important qu'on ait des choses qui lui ont appartenu et qu'on voit du premier coup d'œil que c'était une pédagogie innovante, fondée sur l'image. Donc quand je rassemble ces œuvres, la première chose que je fais, c'est sur mon PowerPoint, vous en avez un extrait ici, c'est tout de suite de savoir à quelle page je vais ouvrir le livre dans l'exposition. Ça fait 4 ans déjà que je sais que je vais l'ouvrir à cette page-là, parce que je trouve qu'elle est très parlante. Pareil, vous voyez la chronologie des rois de France, ça a servi à l'éducation du prince. Je me suis dit, tu vas pas ouvrir à un roi du Moyen-Âge que personne connaît, ouvre à Henri IV, ça parle à tout le monde. Et on a un portrait d'Henri IV.
De même, j'ai essayé à chaque fois d'avoir des livres qui ont servi au dauphin, qu'il a tenu entre ses mains, et on les reconnaît notamment à leur reliure, très très belle. Je voulais dans le premier projet que les reliures soient visibles. On n'a pas réussi à faire ça, c'était trop compliqué en termes de scénographie. Mais vraiment, le dauphin, Monseigneur, c'est le centre de l'exposition. Et donc, à chaque fois, j'ai voulu des exemplaires qui lui ont appartenu. J'insiste vraiment là-dessus parce que ça a été parfois très dur à trouver. Et il fallait chercher. Et tous les livres de Bossuet, qui a été le précepteur du dauphin, que vous voyez, ce sont ceux qui ont appartenu au prince. Dans l'exposition, vous ne verrez pas la reliure, mais dans le catalogue, on les reproduit. Donc, le catalogue complète le projet d'exposition. De même, les cartes, j'en ai recensé à peu près une cinquantaine de cartes qui ont été faites pour le prince, dont il a eu l'usage dans ses appartements. Et là, c'est le plaisir d'être commissaire. De manière très arbitraire, eh bien, j'ai sélectionné la carte qui, moi, me paraissait la plus belle. Voilà, des fois, on réagit juste comme ça, par goût personnel. Il en est de même avec ces petits canons, ces modèles réduits. On en conserve 16 aujourd'hui au musée des Arts décoratifs, au musée de l'Armée, pardon. Donc, j'ai travaillé avec mon collègue du musée de l'Armée pour lui dire quelles sont, selon vous, les pièces les plus importantes, les plus révélatrices de l'artillerie au XVIIe siècle. Il m'a fait cette sélection et que j'ai à peu près gardée. Pareil, dès le début, dans la salle sur l'Armée, je voulais que par un jeu d'effets, de perspective, eh bien, on puisse avoir que le visiteur rencontre, si je puis dire, le portrait du dauphin et qu'à côté, on ait des œuvres de plus petite dimension, qu'on alterne miniatures et grands portraits d'apparat, mais toujours des miniatures qui puissent, là pour le coup, être au niveau du grand portrait de Rigaud. Donc ce sont des œuvres d'une qualité d'exécution, vous le verrez dans 15 jours, époustouflantes. Elles sont au même niveau. Donc quand je réfléchis à quelque chose qui est plus documentaire, comme les livres, je vais les rassembler dans une vitrine, alors que les chefs-d'œuvre, eux, vont avoir une place d'honneur. Et il y aura moins l'effet d'accumulation que des œuvres plus documentaires. Et toujours, j'essaie de donner vie, d'incarner le propos, comme en exposant par exemple ces pistolets qui ont appartenu, qui ont servi à Monseigneur, ou la carte par laquelle il s'est servi pour prendre la forteresse de Philippsbourg. Donc vous voyez, j'essaie toujours de relier. Alors, c'est un peu le même principe dans Père de Roi. Alors, je vais aller vite parce que le temps tourne et je n'ai pas envie de me répéter, mais on a une variété d'objets comme ce pistolet que Louis XIV avait envoyé en Bavière pour négocier le mariage. C'est une très très belle œuvre d'art et je trouvais intéressante de la présenter pour la première fois en France. Et de même, je n'hésite pas à opposer un portrait à une œuvre qui est plus modeste en apparence, comme ce livre d'heures, mais que la Dauphine a signé juste avant de quitter Munich pour se rendre en France. Donc c'est vraiment des objets comme ça qui incarnent des personnages qui ont disparu. De même, quand je constitue ma liste d'œuvres rêvées, je fais des rapprochements qui annoncent ce qu'on va voir dans l'exposition. Donc, par exemple, la vue intérieure d'un temple antique, c'est le frontispice pour le ballet Le Triomphe de l'amour. Et dès le départ, je voulais qu'il soit rapproché de ces deux dessins de costumes qui représentent le dauphin en costume de Zéphyr et la dauphine en costume de Flore. Donc, vous voyez, je réfléchis par association d'œuvres. La dauphine, elle m'a donné pas mal de fil à retordre parce que c'est un personnage qui est complètement oublié, qui n'a pas fait l'objet vraiment d'études historiques. Et là encore, pour l'exposition, j'ai vraiment désespérément cherché à trouver des objets qui puissent l'incarner, elle, sa vie en France. Et alors, j'ai rien trouvé si ce n'est ce très très joli livre d'heures enluminé, qui est la bibliothèque municipale de Versailles, qui a un fond absolument extraordinaire et donc qui est présenté pour la première fois. Donc c'était important pour moi d'essayer comme ça d'évoquer ces personnages. Et pour terminer cette section sur la famille, dès le départ, je savais que dans la salle, c'est ce qu'on appelle chez nous les salles crimées, vous savez, c'est les salles carrées, donc 4 murs. Je savais qu'il y avait un des 4 murs qui allait être entièrement occupé par ce grand portrait
et qui devait être placé de manière à ce que le visiteur, en entrant dans la salle, le voit en premier. Là encore, avant même de travailler avec le scénographe. Et c'est un tableau, tout de suite, je l'ai signalé à mes collègues qui l'ont fait restaurer pour l'exposition. Donc souvent, c'est pour ça que les listes d'œuvres, on les établit idéalement 2 ans à l'avance pour qu'ensuite on puisse faire tout un travail sur les restaurations, qui sont très longues en général. Et donc là, il faut négocier avec les collègues en leur disant, bon, ben, voilà, je vais exposer ça, ça, ça. Est-ce que tu prévois bien ton budget en 2024-25 pour restaurer l'œuvre? Donc, il y a un peu de négociation en interne. Pour évoquer les résidences du prince, pour moi, il était très important que pour une exposition qui a lieu à Versailles, eh bien, on puisse évoquer largement les appartements que le dauphin a occupés au château de Versailles. Et malheureusement, il ne reste rien, puisque l'appartement du dauphin tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est celui de 1747 pour le fils de Louis XV. Donc j'avais rien à montrer, si ce n'est des vestiges, des documents. Et c'est une partie de l'exposition qui est plus, je dirais, presque archéologique. Et par exemple, on présente vous voyez, ces éléments de boiserie qui sont un peu rafistolés. C'est pas très beau, mais c'est des vestiges de Versailles. Donc je trouve important que... Je sais que là, le grand public va passer devant sans s'y intéresser. Mais on a des gens comme vous, des passionnés de Versailles, qui constituent le public qui vient systématiquement voir toutes nos expositions. Et il faut qu'ils puissent voir ces œuvres-là parce qu'ils connaissent les lieux et ça va les intéresser. J'en suis convaincu. Donc la liste d'œuvres, si vous voulez, moi je l'ai clôturée 2 ans avant l'exposition et elle a été affinée jusqu'à à peu près 1 an de l'exposition. Et ce deuxième affinage, c'est vraiment le travail que j'ai fait avec le service des expositions. En termes de... Là, on a réfléchi vraiment par coût de transport, frais d'assurance, vraiment là, pour tenir dans notre budget, qui est confortable, mais quand même, il ne faut pas le dépasser. La deuxième est la gage. Mais pour moi, à 1 an de l'exposition, il fallait qu'on ne touche plus à rien. Parce que je suis quelqu'un d'un peu angoissé par nature. Et je déteste quand on change les choses jusqu'au dernier moment. Donc, il y a des collègues qui ne sont pas du tout comme ça ici, qui quasiment jusqu'à 4 mois de l'exposition, n'hésitent pas à enlever une œuvre, à en rajouter une. Pour moi, c'est niet. Donc, c'était vraiment, j'ai dit au service des expositions, 1 an avant, on ne touche plus à la liste. Les seules choses qui peuvent être changées, c'est des prêts qui tardent à aboutir. C'est le cas du vase de Dublin. Bon, ça, je l'espérais et je l'ai su 3 mois avant l'exposition qu'il allait vraiment venir. On n'en était pas certain. À peu près 1 an et demi, à 1 an et demi de l'exposition, eh bien, on travaille avec un scénographe. À ce moment-là, je suis secondé par une assistante à commissariat d'exposition. Ça a été Lorraine Legrand, qui était une jeune femme qui avait fait un stage avec moi, en qui j'avais toute confiance, une très bonne chercheuse. Et là, elle vient m'aider à compléter la documentation, parce que 1 an et demi avant l'exposition, c'est le grand route, c'est-à-dire que vous négociez les derniers prêts avec vos collègues de manière informelle, et ensuite le service des expositions envoie les demandes officielles de prêt. En parallèle, vous commencez à travailler avec le scénographe qu'il faut choisir. Et en plus, vous commencez à travailler au catalogue. Ça, je vais y revenir après. Le choix du scénographe obéit à des règles assez strictes, c'est-à-dire que le service des expositions lance un appel d'offres avec les contraintes, c'est-à-dire les salles d'Afrique. On peut construire des cimaises dans les salles d'Afrique, mais enfin, il y a un parcours à avoir. On monte par l'escalier du roi, on entre dans la salle de Constantine, et ensuite, il faut tout caser, en sachant que dès le départ, je voulais une exposition en 3 chapitres, et que les 3 chapitres soient identifiables. Et déjà, dans l'appel à projet, j'identifiais les œuvres qui, pour moi, étaient fortes et qui devaient être mises à l'honneur. Ma lettre de commande, dès le début, ça a été peut-être être un peu en rupture des scénographies versaillaises qui sont souvent très, très théâtrales.
sais pas si vous vous souvenez, surtout à l'époque de Madame Sol, on a eu Fête et divertissement, La mort du roi, qui était très, très scénographié. Plus récemment, on a eu Louis XV aussi, qui était assez scénographié, où il y a Saint-Trigaud, avec le scénographe Pizzi, qui est un homme de théâtre. Moi, au contraire, euh, je ne voulais pas ça. Je voulais vraiment que, à 80%, ce soit les œuvres qui priment, que la scénographie arrive derrière les œuvres, après les œuvres. Sauf à 3 endroits. L'appartement du dauphin aux Tuileries, où là, on fait un effet de reconstitution. Le cabinet des glaces, je vais y venir, et toute la section consacrée à Meudon. Donc ça apparaît dès l'appel d'offres. On a reçu à peu près 14 candidats. On a fait un premier travail interne d'élagage. On a sélectionné 3 candidats. Et ensuite, on travaille avec ma hiérarchie, donc le directeur du musée et le président de l'établissement public, pour choisir lequel des 3 candidats on va retenir. Le choix s'est porté sur Philippe Pumin, qui est un architecte de formation, avec lequel on n'avait jamais travaillé encore. Par contre, c'était quelqu'un que connaissait bien Christophe Le Ribaud. Donc, c'est plutôt lui qui a choisi. Mais enfin, il faisait partie des 3 finalistes, donc moi, ça m'allait bien aussi. Et c'est très important le choix du scénographe, parce que quand vous êtes commissaire, il faut que vous vous entendiez bien avec cette personne. Et moi, ma crainte, c'est les scénographes un peu divas, artistes ratés, parce qu'il y en a, qui veulent imposer leur vision au détriment de celle du commissaire. Et c'est pas que je veux m'attirer tous les lauriers, mais vous voyez, le sujet, je dis je, mais c'est le cas de tous les commissaires. C'est des sujets qu'on porte pendant des années, on connaît notre sujet. Donc on a notre vision, et le scénographe doit être là pour la concrétiser ou parfois nous montrer d'autres voies. Mais jamais pour essayer de supplanter le commissaire. Il y a trop d'expositions comme ça où le scénographe finalement a le dernier mot, et en général c'est des expositions qui sont ratées. En tout cas, moi je trouve. Et là, avec Philippe Pumin, ça a été vraiment formidable. C'est quelqu'un qui a absolument répondu à ma commande, les œuvres d'abord, sauf dans 3 espaces, et surtout qui a été force de proposition. Parce que pour certains espaces, et c'est le cas notamment pour la fin, pour Meudon, je ne savais pas du tout comment on allait s'en sortir. Vous êtes au rez-de-chaussée, vous montez par l'escalier au centre. On commence dans Fils de roi, donc Constantine. Après, on va dans Crimée, Père de roi. Ça, c'est quelque chose que j'avais anticipé. Donc, le scénographe et moi, on était raccord. Et Jamais roi, dès la galerie de Pierre, les 2 Crimées. Et vous voyez, ce qu'il nous a proposé pour la section 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'était toute la section sur Meudon. Et moi, j'avais déjà plein de sous-sections sur Meudon. C'est-à-dire que je savais que je voulais évoquer une salle introductive sur Meudon. Ensuite, le Château Vieux. Ensuite, la chapelle de Modin. Enfin, le Château Neuf. Ensuite, les jardins de Meudon. J'avais tout ça en tête, mais je ne savais pas comment caser tout ça. Et ça a été son travail à lui. Et les propositions qu'il a faites sont hyper intelligentes. C'est là où on a un bon scénographe. Il vient à l'appui de son commissaire. Il lui trouve des solutions à un problème que... Parce que moi, je ne suis pas un architecte. Je connais bien les salles ici, mais je n'ai pas la vision d'un architecte. Et ça a été vraiment génial de bosser avec lui. Le scénographe, enfin, moi je voulais que dès le départ, on ait des grands panneaux qui mettent un peu dans l'ambiance. Donc le scénographe m'a proposé ça. Et je voulais tout de suite que, en montant les marches, on soit plongé dans l'exposition. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais pas encore au château, mais j'étais étudiant. L'exposition La mort du roi m'avait frappé parce qu'on montait les marches vers les salles d'exposition, on était dans le noir, il y avait une marche funèbre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, ça m'avait mis à l'époque la chair de poule. Et c'est ça, une exposition, c'est du théâtre. Les gens payent, ou si c'est gratuit, enfin, ils viennent voir l'exposition pour être plongés dans un autre univers. C'est un espace-temps en dehors du parcours habituel du château. Et donc, je trouvais intéressant qu'on ait ces grandes bannières, un peu médiévales d'esprit, avec ces semis de fleurs de lys et de dauphins. Parce que dans le panneau introductif, j'explique le rôle de l'héraldique, le dauphin héraldique qu'on va retrouver tout au long de l'expo. Donc c'est de la déco pure et dure, mais ça permet de mettre un peu en ambiance. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi en termes de perspective.
encore une fois, je connais bien les salles d'Afrique. Ça fait maintenant 8 ans que je travaille ici. Et le scénographe, je lui avais dit, il faut que les œuvres soient toujours, qu'il y ait des points de vue. Je veux que l'exposition soit belle. Ça ne veut rien dire être beau, mais que les gens, les visiteurs, passent un bon moment. S'ils n'ont pas envie d'apprendre, de lire les panneaux, c'est pas grave, mais qu'ils repartent avec des belles images, qu'ils aient l'impression d'avoir vécu une expérience. Et donc, ça passe par des effets de perspective, des effets un peu immersifs. Donc, par exemple, là-haut, vous avez le débouché de l'escalier. Donc, on monte ces marches et la première chose qu'on voit, c'est le numéro 3. C'est le fameux tableau représentant la renommée de Louis XIV par elle, qui est vraiment un très beau tableau. Je savais qu'on allait le voir en gravissant les marches, qu'on allait le découvrir peu à peu, mais aussi pour ceux qui connaissent bien les salles. Là, c'est l'entrée de l'exposition. Donc, on a notre tableau. De l'autre côté, vous avez cette ouverture qui donne sur l'escalier. Là, il y a la grande cage d'escalier. Eh bien, je savais que la personne qui serait là verrait en perspective notre Louis XIV, comme s'il était rappelé. Et tout est réfléchi comme ça. C'est-à-dire, on rentre, il faut que dans la première salle, on ait notre mur Prado ici. Je voulais mes 2 tapisseries là, qu'on ait ici un espace assez exceptionnel qui marque que c'est l'entrée de l'exposition, qu'on débute ici. De même, vous voyez, le scénographe, sans que je lui dise d'ailleurs, a créé cet effet de perspective qui est très intéressant parce qu'on peut mettre une œuvre forte ici et une œuvre forte là. Et là d'ailleurs, c'est mon regret parce que je n'ai pas pu caser ce que je voulais parce qu'on a l'issue de ce cours. Il y a tout ça qu'il faut penser. Là aussi, effet de perspective. On peut mettre une belle œuvre ici, dans la perspective. Et ainsi de suite. Par exemple, j'ai voulu tout de suite, quand le scénographe a proposé ça, qu'à chaque sous-section, eh bien, le visiteur soit accueilli par un portrait du dauphin, qu'on le voit grandir. Donc là, il y a un portrait là, il y a des portraits du dauphin quand il est tout petit. Là, à 3 ans. Là, adolescent. Là, c'est le fameux Rigaud, etc., etc. On le voit tout au long de l'exposition. Donc, voilà par exemple la première salle. Donc le public entre, découvre ça. Il fallait mettre absolument le panneau de salle là parce que la logique veut qu'on commence par le mariage qui préside à la naissance. Et enfin, le public vient là. On lui met un banc pour pouvoir admirer les chefs-d'œuvre qui sont présentés là. Vous voyez, on réfléchit aussi en termes de confort, hein, vraiment de parcours de public. Voilà les œuvres en question. Et ça, j'ai été absolument intransigeant. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, le scénographe me proposait « Ah, mais ce serait beaucoup plus facile si on mettait les tapisseries ailleurs. » Non, vous débrouillez. Je veux mes tapisseries l'une en face de l'autre et les tableaux au centre. Il n'y a pas le choix. Donc, et là, mais ça s'est très bien passé. La partie un peu plus scénographiée sur l'enfance et l'éducation. Donc, c'est son appartement d'enfant. Je voulais évoquer le décor de la chambre d'apparat qu'il occupait aux Tuileries. Une chambre d'apparat, à l'époque, c'est la chambre elle-même et l'alcôve où est présenté le lit. Donc, vous voyez, le scénographe a respecté mon souhait et a proposé de construire une espèce, comme un arc, si vous voulez, qui permette de séparer, que les gens comprennent. Et là, j'avais dit, je veux qu'au plafond, on reproduise les tableaux qu'on exposera au mur. Donc, il a fait un espèce de vélum avec les tableaux reproduits. Bon, en tout cas, vous comprenez que le travail avec le scénographe est très, très important. Et non seulement il y a le scénographe, mais il y a son équipe. Donc, il y avait Camille Portier, qui est celle qui va rendre elle-même concrètes les projets du scénographe, qui va choisir les matériaux, etc. Et aussi la graphiste, Agnès Rousseau, qui va réfléchir à tout ce qui est identité visuelle de l'exposition, les panneaux de salle, les cartels, quel type de graphisme on va employer. Donc le vélum avec les simèses. Et vous voyez que pour chaque salle, le scénographe nous soumet, quand je dis nous, c'est vraiment le commissaire qui travaille avec le service des expositions de Versailles et mon assistante. Il nous soumet ses projets qu'on valide ou qu'on demande de modifier. Et le scénographe, Philippe Pumin, a été vraiment formidable pour concrétiser mes rêves. Dans la section sur Jamais roi, dès le départ, je rêvais absolument qu'on présente les bronzes
sur les meubles que Monseigneur avait commandés pour leur présentation. Et c'est quelque chose d'inédit, parce que les spécialistes connaissent les bronzes, connaissent ces meubles qui sont dispersés dans plusieurs collections, mais on n'avait jamais fait ce rapprochement. Et je trouvais intéressant que visuellement, on se rend compte des effets d'échelle qui ne sont pas forcément les nôtres aujourd'hui. Et donc le scénographe a rendu ça concret, et ça n'a pas été une mince affaire, parce que déjà, il a fallu négocier avec le prêteur du bronze, la Wallace Collection, en lui disant oui, on va exposer votre bronze à 1,30 m de haut. Il a fallu négocier avec le prêteur du meuble qui a dit ah non, pas question de mettre un bronze de 150 kg sur mon meuble. Oui, mais c'était comme ça à l'époque du dauphin. Oui, mais c'était il y a 300 ans. Donc le scénographe et moi qui fais ma crise, je veux que ce soit comme ça. Donc le scénographe trouve une solution avec une équipe spécialisée de socleurs. On va mettre une platine fichée dans le mur pour que le bronze puisse tenir comme s'il était sur le meuble. Et oui. Et on s'amuse à des choses très sympathiques, parce que bien évidemment, c'est trop simple. Le bronze est en Angleterre, pas en France. Donc je demande aux collègues anglais, bon, est-ce que vous pouvez nous faire un schéma précis du piétement pour être sûr quand même que ça va bien tenir sur le meuble et la platine. Donc on attend 3 semaines, ils nous envoient ça. Après, au fur et à mesure que le projet avance, je me rends compte qu'en fait, les pieds ne sont pas du tout époque Grand Dauphin, que ça a été rajouté au 19e. Bon, donc je négocie avec les collègues de Londres. Est-ce qu'on pourrait enlever les pieds en forme de toupie? C'est des vis. J'étais allé voir exprès avant quand même. Et là, ils me disent no way. Donc, c'est pas grave, on va les exposer avec. Tant pis, mais au moins, on aura quand même l'effet. Donc, vous voyez, il y a plein de petits rebondissements comme ça, mais en fait, on s'amuse beaucoup. Et au final, la disposition pensée par le scénographe, on va la changer. Mon directeur me dit, parce que Laurent Salomé a une qualité rare, c'est que c'est quelqu'un qui a une... je ne dis pas ça par flagornerie, il n'est pas là, mais il a vraiment un sens esthétique de décorateur. Moi, j'apprécie beaucoup. Et donc, je l'ai beaucoup interrogé sur le choix des couleurs, la disposition et tout. Il me dit non, ce serait plus beau, ce serait plus joli encore si tu mettais un bronze plus petit au milieu et les 2 grands de chaque côté. Donc, c'est ce que j'ai gardé et au final, je trouve qu'il avait raison. Parmi les espaces très scénographiés, et pour moi, c'était l'espace principal, le cabinet des glaces, qui est la pièce, l'appartement du dauphin à Versailles, qui était vraiment absolument féerique. J'y reviendrai dans 15 jours. Et là, ma lettre de commande, c'était pour le scénographe, il faut évoquer cet espace. Je veux qu'elle soit plongée dans l'obscurité. Il me faut des miroirs sur les murs. J'avais dit au départ idéalement au plafond. Et que les objets soient dans des vitrines qu'on puisse tourner autour. Et Philippe Pumin a été absolument génial parce qu'il a réussi, il s'est emparé du sujet. Je lui avais envoyé toutes les descriptions contemporaines du cabinet des glaces. Il m'a proposé cette pièce à angle coupé avec des miroirs sur les murs et des très jolies vitrines circulaires, ça j'y avais pas pensé, dans lesquelles prennent place ces objets. À l'époque du Dauphin, il y avait à peu près 600 objets dans le cabinet des glaces. On en présente à peu près une quinzaine dans l'exposition. Et donc, je n'ai pas voulu faire l'effet d'accumulation, mais au contraire, les avoir pour des pièces isolées, qu'elles parlent d'elles-mêmes. Donc, on a fait vraiment, vous voyez, un choix de présentation très raffiné avec le scénographe. En revanche, l'effet d'accumulation, on l'a eu pour les étuis. On en a emprunté à peu près une vingtaine à Madrid. Meudon, c'est là où Philippe Pumin a été génial. Il nous a proposé ce parcours. Au départ, sur plan, on avait un peu peur que tout ça soit petit. Et en fait, quand on a construit les Cimaises cet été, on s'est rendu compte qu'on avait de la chance, qu'on arrive bien à respirer. Et vous voyez, il a à la fois fait des salles qui sont scénographiées, mais pas trop. C'est-à-dire que les œuvres sont importantes. Et en même temps, il a créé des variétés de formes de manière à ce qu'on ait l'impression qu'on est dans une demeure. Moi, je trouve que c'est réussi. Et donc, il a proposé de créer plusieurs ambiances. Un côté très, très fermé pour le cabinet des Cotels, un côté plus ouvert, parce que ça, c'est des fenêtres qui donnent sur la pièce derrière pour ces sculptures,
Et on a réfléchi en termes de scéno à faire des projections comme ça, des agrandissements d'œuvres pour que l'œuvre se fonde dans un décor, que ce soit très scénographié. Vient ensuite le choix des couleurs. Pour chacune des salles, j'avais dit au scénographe quel était le chef-d'œuvre. Et à partir de cette œuvre-là, c'est lui qui a proposé ces couleurs-là, très fortes. Moi, j'ai pris le parti de la modestie en me disant que ça, c'est vraiment son domaine. C'est aussi au scénographe à proposer une esthétique, une signature. Ça a été par ce choix de couleurs assez vif qui n'a pas fait l'objet d'un consensus ici en interne, mais j'ai défendu le scénographe. Ensuite, on a travaillé dans le détail sur tous les... Et là, vraiment, c'est la liste d'œuvres est définitive sur l'emplacement de chaque livre, leur degré d'ouverture, qu'est-ce qu'on met au centre ou sur les côtés. Vous voyez, on réfléchit vraiment dans les moindres détails. Il faut que lorsqu'on installe les œuvres, c'est-à-dire 3 semaines avant l'inauguration, on n'ait pas de mauvaises surprises. Et une des lettres de commande du scénographe, c'est de réemployer un maximum de matériel qu'on conserve d'exposition en exposition, de manière à réduire les coûts. Et donc c'est le cas par exemple des vitrines. Vous voyez, maintenant, ça date de l'exposition Madame de Maintenon, là, de chefs-d'œuvre retrouvés. Donc, et le scénographe a simplement rajouté cette petite tablette sur laquelle on va mettre le cartel. Pareil, moi je suis très soucieux du confort de visite. Donc on a prévu des bancs de différentes formes tout au long de l'exposition. Et ça, j'ai vraiment insisté pour qu'il y en ait de manière régulière. Ma grande crainte, parce que c'est quelque chose que j'aime pas du tout à Versailles, c'est les mises à distance. Souvent, on a eu très souvent dans les expositions des mises à distance que j'appelle flottantes, c'est-à-dire des potes-clés que mettent les agents de sécurité parce que le commissaire n'y pense pas et que l'agent qui est dans la salle constate que les visiteurs touchent, donc ils font mettre des potes-clés. C'est très très moche souvent, ça bouge. Donc là, j'ai exigé, et tant pis pour l'argent, qu'on ait des mises à distance qui soient fixes, donc fichées dans le mur. Et ce qu'a proposé Philippe Pumin est très très élégant, c'est-à-dire que ça se fond dans le décor. Et lorsqu'on est dans la salle, on oublie qu'il y a ces mises à distance. Et en même temps, elles ne vont pas bouger. Donc, c'est parfait. En parallèle, on travaille avec l'identité visuelle, le graphisme. Donc, le semis de dauphins et de fleurs de lys et tous les panneaux de salle. Et Agnès Rousseau a proposé cette graphie là-haut avec ces motifs de dauphins qui viennent d'un carnet d'inspiration que je lui avais envoyé. J'avais sélectionné plusieurs pages qui représentaient des dauphins, ou naturels ou héraldiques. Et là encore, j'estime que c'est là que mon boulot, mon travail s'arrête. Moi, je donne la ligne directrice et après, c'est aux artistes de trouver. Et donc, c'est elle qui a sélectionné ça et qui nous a proposé cette disposition qu'on a validée. On travaille dans les moindres détails, les cartels simples, comme ceux à gauche, les cartels développés, les citations, que finalement on a abandonnées parce qu'on trouvait qu'il y avait peut-être trop de choses à lire, la police, etc. On travaille également au décor de l'exposition, puisque parfois dans les angles, pour ne pas laisser des angles vides, on a fait des reproductions immenses d'œuvres qui sont plus petites dans l'exposition. Enfin, j'ai commandité une vidéo qui restitue le château de Meudon, qui a complètement disparu aujourd'hui, parce que j'estime que les plans, les élévations, c'est passionnant pour les spécialistes, mais le grand public, ça l'intéresse peut-être moins. Alors qu'une vidéo qui reconstitue, ça vous donne du premier coup d'œil, en 2 minutes, l'importance de ce qu'était Meudon, qui était vraiment une résidence de rang absolument royal. Et j'ai donc voulu qu'on ait des vues extérieures de Meudon, vous les verrez dans 2 semaines, mais aussi des reconstitutions d'intérieur, des espaces que j'évoque ensuite dans les salles. Comme ça, le public qui est attentif pourra recomposer un peu tout. Ensuite, le gros travail, et ça c'est à peu près à 6 mois de l'ouverture, c'est les textes de salle. Alors moi je suis quelqu'un je vieillis
Et maintenant, les expositions, quand j'avais 20 ans, je pouvais rester 3 heures dans une exposition. Je ne sais pas vous, mais aujourd'hui, au bout d'une heure et demie, je n'arrive plus à me concentrer. Et je déteste, mais je déteste au plus haut point, les expositions où il y a trop de textes à lire. Mais vraiment. Donc là, j'ai voulu faire des panneaux de salle qui soient avec pas plus de 1200 signes. Et c'est déjà assez long, je trouve. Et uniquement par salle, peut-être 2 ou 3 cartels développés de 500 signes chacun. C'est vraiment très peu en somme. Donc ça, ce travail sur les textes, c'était 6 mois avant. Je les ai tous écrits moi-même. Mon assistante les a relus et puis on les a fait relire à nos familles, à des amis qui ne viennent pas du tout du monde de l'histoire de l'art, de manière à ce qu'ils puissent me dire qu'ils agissent en tant que grand public. Est-ce que tu as compris ce que je voulais, le message, etc. Donc on a vraiment essayé d'affiner au mieux les textes, mais vraiment la ligne de conduite, c'était pas trop de texte, hormis dans un espace qui était un peu vide. Et là, c'est mon assistante qui a eu la super idée de proposer un panneau avec toute l'équipe éducative du Dauphin. Et là, c'est 2 en 1 pour moi. C'est-à-dire que le visiteur qui n'a pas envie de lire, eh ben, d'un seul coup d'œil, il se dit « Ah ouais, en fait, il y avait beaucoup de monde dans l'enfance du Dauphin. » Et celui qui veut lire eh ben, apprend plein de choses sur les différentes matières. Donc ça, c'est vraiment un parti pris assez fort qui est critiquable, mais moi, je n'aime pas quand il y a trop de texte, tout simplement. Je veux que les gens ne soient pas trop fatigués. Et les salles d'Afrique, c'est un monument à visiter. Quand vous lisez tous les panneaux, vous en avez pour 2 heures. C'est fatigant, donc il ne faut pas mettre trop de texte. Ensuite, on a travaillé avec le service des publics. Donc là, ce n'est pas le service des expositions, pour faire tout ce qui est autour, les audioguides. Et j'ai absolument voulu la brochure de l'exposition. Donc c'est le livret qu'on met, qui est publié pour les gens qui ne veulent pas lire les panneaux, qui veulent juste avoir un petit livret en main. Et ça, c'est une première à Versailles. Dès le départ, je considérais que la vie du dauphin nous permettait de nous projeter nous-mêmes. C'est-à-dire que le dauphin, ça a été un enfant, ça a été un élève. Il a reçu une éducation qui est très moderne. Pédagogie par l'image, on lui lisait les histoires qu'il regardait. C'est ce qu'on a connu tous quand on était petit, et vous faites peut-être ça avec vos enfants, vos petits-enfants. Donc je voulais qu'il y ait vraiment un parcours pour les familles et pour les enfants. Et c'est la première fois à Versailles, je ne savais pas, mais qu'on a proposé un parcours enfant. Donc j'ai vraiment travaillé en étroite collaboration avec le service de médiation pour qu'on fasse un livret-jeu pour les petits. Ça va jusqu'à 12 ans à peu près. Qu'on ait des podcasts que les enfants peuvent écouter, donc un audio-guide spécialisé, et même en marge de l'exposition, une salle auxquelles les familles ont accès, et elles peuvent faire du dessin, elles peuvent faire des jeux sur la généalogie, enfin, vraiment une application, si vous voulez, pour les enfants et les adolescents. J'espère que ça va marcher. Et sur l'affiche, on a tenu à ce que figure le logo pour les familles, pour inviter les familles à venir voir l'exposition. Le montage des simèses s'est fait pendant l'été. Là, moi, je n'avais pas grand-chose à faire. C'est le scénographe avec ses entreprises. C'est le service des expositions qui gère ça. Moi, j'arrive 3 semaines avant l'exposition pour le montage proprement dit. C'est-à-dire que vous avez les œuvres qui arrivent de toute la planète avec les convoyeurs. On fait des constats d'état et on accroche. Et là, le commissaire, c'est lui qui a le fin mot. C'est-à-dire que le tableau, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, ça penche, parce que les cadres ne sont jamais droits. Et parfois, on change les choses. Un tableau de Raphaël, je me suis dit, mais en fait, il faut que ce soit le premier tableau que les visiteurs voient. Donc, on change le plan du scénographe. Mais tout ça, ça se fait quand on a l'œuvre devant soi dans les salles, en contexte. Et la dernière semaine du montage, donc c'est juste avant le vernissage, eh bien, il y a la mise en lumière qui, en fait, pour moi, est aussi important que le travail du scénographe. On a travaillé avec les ateliers de l'éclairage et là aussi, j'ai donné des indications pour dire parfois, il faut que l'œuvre, qui est juste un halo, qui vienne mettre le focus sur l'œuvre, mais le reste du mur doit être dans l'obscurité. Tantôt, je voulais que ce soit tout le mur qui soit éclairé. Donc ça, c'est vraiment un travail comme ça sur mesure avec les éclairagistes. En parallèle, on finit le catalogue. J'ai eu 70 auteurs dans mon catalogue.
Tout le monde était très enthousiaste à l'idée d'y participer, donc j'étais vraiment ravi. Donc on a défini la couverture qui reprend l'affiche de l'exposition, et j'ai voulu, donc c'est avec les éditions Faton, et là, à ce moment-là, je travaille avec le service des éditions du château, que l'on ait un ouvrage qui soit à la fois scientifique et en même temps ce que j'appelle un beau livre, très illustré. Moi, si demain vous achetez le catalogue pour le mettre sur votre table de salon, mais que vous ne l'ouvrez pas, ça me fera le même plaisir que si vous le lisez in extenso. J'aime bien l'idée qu'on ait un souvenir aussi de l'exposition. Donc, il est très illustré. Et je ne vous cache pas que j'ai dû batailler, parce que ça coûte cher, un catalogue illustré, pour que non seulement on ait des essais et des notices, mais aussi qu'on ait toutes ces images. Donc ça a été vraiment une lutte assez désagréable, je peux le dire. Donc très illustré, avec des entrées de chapitres comme ça, avec des grandes pleines pages. On s'est vraiment amusé. L'affiche, qui a été définie à peu près 3 mois avant l'exposition, on a hésité entre plusieurs affiches, et finalement on s'est arrêté collégialement sur celle-ci, avec cette graphie, et le fait qu'on a à découvrir en famille. Donc l'affiche, c'est vraiment très important, ça c'est quelque chose que c'est même pas le commissaire qui décide, c'est vraiment le président, avec la direction de la com, le directeur. Moi je voulais qu'il y ait ce portrait-là. Et après, vous voyez, ça m'échappe un peu parce qu'il y a des notions plutôt de communication pure qui viennent. Le communiqué de presse qu'a rédigé notre direction de la communication à partir de mes textes. Et c'est là où c'est intéressant parce que le commissaire à Versailles, il a une vue à 360 degrés. Toujours, tous les services qui travaillent, édition, signalétique, médiation, communication, font la chose dans leur coin, mais ensuite soumettent au commissaire. Comme ça, il y a une unité, une harmonie, et il n'y a pas d'erreur. Pareil, on a travaillé au carton d'invitation. Et enfin, la presse. Donc, l'exposition a été inaugurée le 13 novembre. Et tout de suite, il y a eu la presse qui est venue. Il a fallu recevoir les journalistes, suivre ce qu'ils écrivaient dans la presse. Donc, on fait une revue de presse très détaillée. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le service après-vente, dans notre jargon. C'est la promotion de l'exposition, toujours dans la presse, à la radio, et par des visites pour des sociétés d'amis, etc., ou comme pour vous en interne, les abonnés, ou encore la société des amis. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que vous aurez comme ça une vision globale du projet.